Alors, voilà le site de GeoGebra. Donc, pour activer le calculateur 3D, il faut cliquer ici. Alors, non. Alors, j'ai donc une fonction qui est x carré plus y au cube. Oups, pardon. C'est pas ça. Voilà. Oh là, je n'y arrive pas. Ok. Y au cube. Voilà. Voilà la surface, x carré plus y au cube, pardon. Et je vais maintenant ajouter la contrainte. Donc j'écris simplement la contrainte qui était x plus 2y égale à 4. Et il me fait ce plan-là. Et maintenant j'aimerais voir en fait l'intersection en fait, des deux plans. C'est ce qui va correspondre à la courbe sur lequel je fais mon optimisation. Et donc, vous tapez intersection. Normalement, GeoGebra vous propose directement, voilà, intersection objet, pouf. Alors, GeoGebra a déjà donné des noms. Alors, pour ma surface, il l'a appelé A. Donc, je fais intersect A. Et puis, pour mon plan ou ma contrainte, il l'a appelé équation 1. Donc, j'écris ça. Voilà. Sublime. Et vous voyez qu'il a mis en noir l'intersection du plan avec ma surface. Alors ici, on voit qu'une seule partie et on voit déjà un minimum local. Donc, je vais ajouter un point. Le point, c'est en coordonnées x, c'était 4 tiers. En coordonnées y, c'est 4 tiers. Et puis la coordonnée z, je vous laisse 2 secondes pour deviner ce que c'est. Normalement, qu'est-ce que ça devrait être? Vu qu'on est sur la surface, eh bien, c'est simplement l'image par ma fonction de 4 tiers, 4 tiers. Donc ici, la fonction, elle s'appelle A. C'est ce que GeoGebra a décidé. La coordonnée en z, donc, c'est A de 4 tiers, 4 tiers. Et vous voyez qu'il m'a ajouté ce point ici, qui se trouve être bel et bien un minimum. Alors, minimum global ou local, on va dézoomer un petit peu. Et clairement non, c'est pas un minimum global parce que ici, la courbe noire que vous voyez là, ce bout de courbe noire, ça va correspondre en fait à ma contrainte. Donc ce n'est pas un minimum global, c'est un minimum local. Donc je dézoome, je découvre de plus en plus de cette courbe. Alors, GeoGebra me fait des trucs un peu particuliers. Bon, faut toujours trouver l'angle, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Ah, un autre extrêmum. Alors, on le voit pas très bien ici. C'est pas top, hein. C'est un peu pixelisé. C'est comme ça. Bon, pas mieux pour l'instant. Mais clairement, ici, j'ai un autre extréma. Ici. Et ça correspond à un maximum local. Alors, j'ai déjà un point potentiel. Vérifions si ça correspond bien à ce qu'on a calculé. Donc, 12 moins 4, c'était ce qu'on avait trouvé pour x et y. La coordonnée en z, normalement, c'est A de 12 moins 4. Et si tout se passe bien, il devrait y avoir un point qui apparaît sur ce maximum local ici. Sinon, c'est que j'ai fait une faute de calcul. Oui! Il est là, notre maximum local. Voilà. Alors, c'est des maxima, c'est des extrémas locaux. Clairement, ils ne sont pas globaux parce qu'ici, ça monte, et là, ça descend encore plus bas. Mais voilà, ça marche en fait. Ça marche. Je vous recommande d'aller tester cet outil GeoGebra pour des fois vérifier simplement vos solutions de façon géométrique. Alors encore un autre exemple, ici considérons la fonction f de xy égale à x fois y tout simplement, et la contrainte g de x, y égale à x plus y égale à 2. Alors ici, même chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la contrainte pour pouvoir isoler une des variables, et contrairement à l'autre cas, en fait, je vais simplement isoler la variable y ici. Parce que c'est possible. Au fond, on peut isoler l'une variable ou l'autre. Ça va dépendre des cas. Des fois, c'est plus avantageux d'isoler une variable que l'autre. Là,
pour ce cas-là, ça change pratiquement rien. Alors, on va résoudre le système. Donc ici, c'est x, y. Ce que j'écris là n'est rien d'autre que ce que vous voyez aussi sur les dias, qui est peut-être un peu caché maintenant, mais ça vous permet de voir comment on résout ça. Donc ici, d'abord, j'isole, j'ai dit la variable y, 2 moins x, et je la substitue dans la première équation. Donc je cherche les extrémums de la fonction x fois 2 moins x. C'est donc les extrémums de la fonction 2x moins x carré que je cherche, et y égale à 2 moins x. Je pose h de x comme étant la fonction dont je vais chercher les extrémums, ou les extrémas, pardon. Il suffit que je la dérive, donc, fonction d'une seule variable. Ça me donne 2 moins 2x. J'égale ça à 0. Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale à 1. Eh bien, maintenant, je n'ai qu'à prendre cette solution. Je prends la deuxième équation ici, y égale à 2 moins x. Ça va me déterminer ma valeur pour y. C'est 1 aussi. Donc, mon extrémum, c'est le point 1, 1. Encore une fois, je peux vérifier si c'est un maximum ou un minimum global en calculant la deuxième dérivée de h, mais je ne vais pas me priver. On va revoir GeoGebra. Et là, vous avez presque tout qui est là. Bon, alors j'ai fait un peu d'ordre, mais la surface est devenue rouge. Pas grave. J'espère que vous arrivez à voir de quoi il s'agit. Donc, on a ce plan vertical là qui va correspondre à la contrainte qui intersecte ma surface. Et maintenant, je peux voir cette intersection qui est donc la courbe sur laquelle je fais l'optimisation. Et clairement, elle possède un maximum qui est là pour le coup global. C'est une parabole qu'on a. Et il ne reste plus qu'à vérifier si le point qu'on a trouvé correspond bien à ce sommet. Et donc, je rappelle que on avait trouvé comme coordonnée 1, 1. Et pour trouver la coordonnée en z de ce point, je n'ai qu'à utiliser la fonction que GeoGebra a appelée a, mais qui est ma fonction f. Et voilà. Et oui, effectivement, le point est bien au sommet de cette parabole. Ça marche. Alors, on peut résumer au fond ce qu'on a fait, qui est donc la méthode de substitution. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'expression de la contrainte, donc g de xy égale à c, et on l'a transformée soit en une expression de la forme y égale à phi de x, ou x égale à psi de y. Ce que ça veut juste dire, c'est qu'on a isolé une variable par rapport à l'autre. Et une fois qu'on a fait cette opération-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a substitué l'expression d'une variable par cette expression, soit phi de x ou psi de y, dans la fonction f, ce qui nous a permis d'obtenir une fonction d'une seule variable qu'on a optimisée. C'est ce qu'on appelait la fonction h, en fait. Alors, en fait, ces opérations-là, elles cachent, au fond, un théorème qui est très très profond, qui s'appelle le théorème des fonctions implicites, qui nous dit en gros quand est-ce que ce type d'opération est possible, parce que ce n'est pas toujours possible en fait. Et bien que je l'ai énoncé ici de façon complète, ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment de ce théorème, c'est que cette opération est possible quand la dérivée partielle en la variable qui nous intéresse d'isoler, donc par exemple si on a envie d'isoler y par rapport à x, donc on a envie d'avoir une expression y égale à phi de x, et bien pour pouvoir le faire, il faut que la dérivée partielle de g en y ne s'annule pas au voisinage du point qui nous intéresse. Donc ici, en l'occurrence, ce sera typiquement le point critique.
Mais donc, idéalement, il faudrait que la dérivée partielle de g ne s'annule pas du tout pour pouvoir faire ce type d'opération. Et maintenant, si on a envie d'isoler évidemment x par rapport à y, eh bien, ce sera la dérivée partielle en x qui ne devra pas être nulle. Donc, c'est principalement ça que j'aimerais que vous reteniez de ce théorème. Malheureusement, ce théorème, ce n'est pas du tout un théorème qui nous permet de trouver ces expressions phi ou psi. C'est un théorème simplement d'existence qui nous donne les conditions d'existence de ces expressions-là. Mais on ne peut pas déduire ces expressions phi ou psi à partir de ce théorème. Et donc, en fait, il faut un peu les trouver à la main, on va dire, entre guillemets. Et des fois, c'est compliqué. Alors, on peut vérifier que ce théorème s'applique dans les cas qu'on a vus en exemple. Si, par exemple, je prends le dernier exemple, tout simplement, qu'on a traité, la fonction g de x, c'était donc celle-ci, donc g de x, y égale à x plus y. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait isolé y par rapport à x. Et donc le théorème des fonctions implicites, donc ici, là, 2 moins x, c'est en fait phi de x. Et le théorème des fonctions implicites me dit que si j'ai pu le faire, eh bien, c'est parce que en fait, la dérivée partielle de g en y eh bien, ne s'annule pas. Eh bien, on peut le vérifier. La dérivée partielle de g, eh bien, c'est simplement la dérivée partielle de x plus y, et ça me donne simplement 1. Et ça s'annule nulle part. Donc, le théorème des fonctions implicites s'applique bien. Alors, pour terminer, un dernier exemple. Donc, comme on l'a dit, même si le théorème des fonctions implicites s'applique, eh bien, c'est pas forcément pour autant qu'on arrive à trouver ces expressions phi ou psi. Et donc, en fait, en général, il faut voir au cas par cas si on arrive ou pas. Mais malgré tout, en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir une expression du type y égale à phi de x ou x égale à psi de y pour pouvoir faire une substitution. Parfois, en fait, on a tout simplement de la chance, c'est-à-dire que la fonction f et la fonction g ont des expressions qui s'arrangent bien, entre guillemets, ensemble pour pouvoir résoudre le problème d'optimisation sous contrainte. Et c'est le cas ici. Alors, ce qu'on doit résoudre, vous verrez, c'est extrêmement simple. C'est la fonction f qui est égale à x carré plus y carré plus y moins 1 sous la contrainte x carré plus y carré égale à 1. Donc, en fait, sur un cercle de rayon 1. Alors, en fait, je peux substituer l'expression x carré plus y carré par 1, en fait, tout simplement. Et si je le fais, j'ai cette expression-là ici, ça me donne cela. Et donc je dois trouver les extrémas de la fonction y sur le cercle. Donc en fait, je dois trouver les plus grandes valeurs de y qui sont sur le cercle de rayon 1. Bien, c'est pas compliqué. Ça implique que c'est... Alors les plus grandes ou les plus petites, hein, bien sûr, puisque c'est les extrémas. Alors la plus petite, ce sera moins 1, y égale à moins 1. Et la plus grande, ce sera y égale à 1. Vous voyez que je mets x égale à 0, ben oui, puisque je dois satisfaire cette équation-là. Alors, évidemment, c'était un exemple où, là, pour le coup, comme je disais, les fonctions f et g s'arrangent bien ensemble, entre guillemets. C'est vraiment pas du tout toujours le cas. Ça peut même être très compliqué, des fois, de résoudre ce genre de système. Dans la prochaine vidéo, on va avoir une autre méthode qui est bien plus puissante que la méthode de substitution, qui s'appelle la méthode de Lagrange. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo.